Donc la question qu'on m'a demandé d'illustrer, c'est celle des inégalités. Où va-t-on et d'où vient-on? Alors, lorsqu'on parle d'inégalité, il y a deux questions qu'il faut se poser au préalable. C'est inégalité entre qui et inégalité de quoi? Alors, inégalité entre qui, je vais aller très rapidement parce que c'est un petit peu le sujet des autres interventions. Et je vais plutôt parler des inégalités de quoi, et notamment de revenus et de patrimoine. Donc, inégalité entre qui? Ça peut être entre des individus, des ménages, des classes sociales, des territoires, et on va en parler, des âges ou des générations, entre les femmes et les hommes aussi. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, in fine, seuls les individus comptent, les groupes sociaux, les ménages n'ont pas de valeur éthique propre, et l'intérêt, il n'y a pas d'intérêt supérieur des groupes, des nations, de la famille ou de la classe sociale. Ces intérêts-là doivent découler de celui des individus qui le composent. Bon, voilà. Alors, inégalité de quoi? Alors, on peut parler d'inégalité de revenus, d'inégalité en termes d'inégalité économique, d'inégalité de patrimoine, d'inégalité d'opportunités, d'inégalité face à l'emploi ou d'accès aux ressources. Donc ça fait beaucoup. J'ai que 10 minutes, 8 minutes maintenant. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on n'a pas forcément à choisir. Alors il y a un économiste américain qui, il y a 15 jours, dit ce qui compte, c'est pas les inégalités de revenus, parce que avec Piketty et puis la campagne présidentielle qui commence, on parle beaucoup d'inégalités de revenus aux États-Unis. Ce qui compte, c'est pas les inégalités de revenus, c'est la mobilité sociale. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour illustrer cet article, ce qui montre, étant donné que l'immobilité, pour illustrer l'immobilité sociale, il montre des marches qui sont de plus en plus grandes. Et en fait, il n'y a pas vraiment à choisir entre inégalité de revenus et mobilité sociale, parce que les deux, et immobilité sociale, les deux sont corrélés. Alors sur cette courbe, qui a été appelée courbe du Great Gatsby, Gatsby le Magnifique, on voit en ordonnée une mesure de l'immobilité sociale et en abscisse une mesure des inégalités économiques. Et en fait, c'est dans les pays où les inégalités économiques sont les plus élevées que la mobilité sociale est la plus faible. Donc ici, en haut à droite du graphique, on voit le Pérou, Brésil, Chili, Argentine. Et par contre, dans les pays où les inégalités économiques sont les plus faibles, Danemark, Norvège, Finlande, Suède, c'est aussi les pays où il y a la plus forte mobilité sociale, et la corrélation entre mobilité sociale et inégalité économique est relativement forte, avec la France ici, qui est plutôt en comparaison internationale, un pays avec de plus faibles inégalités sociales et un peu plus forte en comparaison internationale, mobilité un peu plus forte mobilité sociale. Donc ça, c'est la courbe de Gatsby le Magnifique. Alors pourquoi Gatsby le Magnifique? Pourquoi la courbe de Gatsby? Parce que ça fait référence, donc là j'ai mis aussi une petite image pour montrer que lorsque les barreaux de l'échelle sont plus espacés, eh ben, c'est plus difficile de monter l'échelle sociale. Donc pourquoi Gatsby le Magnifique? Parce que ça fait référence aux années 20-30 où, aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons en général, les inégalités étaient très fortes et la mobilité sociale présumément faible. Donc là, ce graphique montre la part du centile supérieur, la part de revenu du centile supérieur dans le revenu national, qui était par exemple aux États-Unis autour de 18%. Donc les 18%, les 1% les plus aisés avaient 18% du revenu national au début du siècle, à l'époque de Gatsby, du Great Gatsby, Gatsby le Magnifique. Et puis, il y a une courbe en U, ça a beaucoup baissé pour atteindre un point faible des inégalités dans les pays anglo-saxons aux alentours des années 70. Et alors, depuis, ça a beaucoup réaugmenté et on réatteint les niveaux du début du siècle, les niveaux de Gatsby le Magnifique. Et donc là, on pourrait appeler ça du Great Gatsby aux Rich Kids of Instagram. Ici, j'ai mis une photo tirée des Rich Kids of Instagram. Si vous n'avez pas vu le Tumblr Rich Kids of Instagram, c'est une expérience sociologique qu'il faut faire. Alors,
Sur ce graphique-là, on voit d'autres pays. Ça, c'est la part du décile supérieur en Europe, aux États-Unis. Donc les 10% les plus aisés ont, par exemple, aux États-Unis, reçoivent aux États-Unis en 2010, donc on voit la courbe en U, reçoivent aux États-Unis 47% du revenu national. Cette part, elle est en augmentation dans à peu près tous les pays récemment, sauf en France. Mais ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que la part du revenu national capté par les 10% les plus aisés varie énormément selon les pays. Donc 47% aux États-Unis, plus de 40% au Royaume-Uni, autour de 37% en Allemagne, 33% en France et pays plutôt égalitaires, la Suède, 27%. Et donc, ce qui a tendance à montrer que s'il doit y avoir des déterminants à cette part-là, ils ne peuvent pas s'expliquer que par la mondialisation ou par le capitalisme ou par les nouvelles technologies, parce que la Suède n'est pas un pays moins mondialisé que les États-Unis, au contraire, ni moins capitaliste, ni moins technologique. Donc, il y a des déterminants qui sont autres et probablement des déterminants politiques. Donc, les inégalités, en partie, sont le résultat de choix politiques. Et les choix politiques en Suède ne sont pas du tout les mêmes, par exemple, qu'aux États-Unis. Alors, jusqu'ici, on a vu qu'en France, les inégalités de revenus n'avaient pas beaucoup augmenté par rapport aux États-Unis, mais une différence entre l'Europe et les États-Unis, c'est que le capital privé, alors maintenant on passe du revenu au patrimoine, au capital privé, c'est qu'on voit une courbe en U également en France, mais concernant le capital et l'importance, en France et en Europe, et l'importance du capital. Donc là, c'est le capital privé, le patrimoine, ce que les gens ont comme patrimoine en pourcentage du revenu national. Au début du siècle, 700%, c'est-à-dire que les ménages privés en France et en Europe avaient autour de, en patrimoine moyen, en patrimoine total, autour de 7 fois le PIB, 7 années de revenu national. Et ce patrimoine, il a beaucoup baissé en début du siècle, notamment suite aux guerres, à la crise de 19, et puis pour atteindre un plus bas en Europe et en France dans les débuts des années 50, et où il atteint au début des années 50 2 années de revenu national. Et on voit depuis le début des années 50 que le patrimoine, le poids du patrimoine a beaucoup augmenté et a même en pourcentage du revenu national dépassé en France et en Europe le poids qu'il a aux États-Unis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ménages français détiennent de façon privée 5,5 années de revenu national. 5,5 années, à comparer avec la dette publique. On parle de dette publique qui est importante et qui va peut-être atteindre 100% du PIB, donc une année de revenus. Là, on a des ménages qui ont 5,5 années, 5 fois la dette publique, et notamment en maison, mais pas seulement, mais une grosse partie, c'est des maisons. Le patrimoine immobilier, notamment à Paris et aux alentours, ici, le patrimoine immobilier a beaucoup de valeur. Alors, les patrimoines, ce qui est important de savoir aussi, c'est que le patrimoine est beaucoup plus concentré que les revenus, c'est-à-dire que les 10% en France, par exemple, en 2010, les 10% des ménages les plus aisés détiennent 60% de ce patrimoine. Donc 60% des 5 années, c'est-à-dire que les 10% des ménages les plus aisés détiennent l'équivalent de 3 années de revenu national, annuel. Donc c'est très important. Donc il y a des richesses. Alors, que dit tous ces graphiques, en fait, la plupart de ces graphiques sont tirés de l'ouvrage de Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle. Je n'ai fait que remettre des couleurs. Dans le livre, ils sont en noir et blanc. Et donc, j'ai rajouté des couleurs. C'est ma touche personnelle. Alors, ce graphique montre, tiré du Capital au XXIe siècle, ce graphique montre la proportion d'une génération qui va recevoir en héritage l'équivalent d'une vie de travail au niveau du revenu médian. C'est-à-dire que la fraction de la population, au début,
Et Piketty, Thomas Piketty, il appelle ce graphique le dilemme de Rastignac, et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Et donc, la proportion d'une génération, au début du siècle, il y avait à peu près 10% d'une génération qui allait recevoir en héritage pendant sa vie, 10% d'une génération, le niveau de vie médian, le revenu médian du travail, c'est-à-dire à peu autant que 50% d'une génération gagneront dans leur vie en revenu du travail. Puis évidemment, avec la baisse du capital, du patrimoine, pour les générations nées en 1910, ce chiffre a chuté pour atteindre 2%. Et maintenant, bientôt, il est en train, voilà, il y a un exercice de prospective ici, et il est en train d'augmenter énormément, c'est-à-dire que pour les générations nées en 1970, pour les cohortes nées en 1970, alors vous n'êtes pas né en 1970, pour les cohortes nées dans les années 90-2000, c'est-à-dire pour votre cohorte, environ 13% de cette cohorte va recevoir, d'après ces projections, va recevoir pendant sa vie en héritage l'équivalent d'une vie de travail. 13%. Donc ça crée des inégalités. Alors pourquoi il appelle ça le dilemme de Rastignac, Thomas Piketty? Parce que dans le Père Goriot, Vautrin explique à Rastignac que s'il veut faire fortune, c'est pas la peine d'essayer de travailler, parce que déjà ça prendra beaucoup de temps. Et donc, il faut surtout qu'il marie et qu'il se trouve une héritière. Et donc, il est devant ce dilemme-là. Et là, à la fin du Père Goriot, on voit Rastignac au Père Lachaise regarder Paris et dire. Et donc, il a cette phrase: à nous deux maintenant. Et effectivement, il va trouver fortune, mais pas en travaillant, plutôt en épousant une héritière. J'ai encore un peu de temps, je ne sais pas combien. Une minute. Voilà. Non, mais on va laisser un peu de temps pour les questions-réponses. Alors, on a cité. Merci Guillaume. Voilà, tous ces chiffres. Merci beaucoup. Ce qu'on retient, c'est quand même ce qui s'est passé entre le début du siècle et du siècle précédent et le début de notre siècle. On retrouve à peu près les mêmes niveaux. Donc, on voit bien que c'est, comme il l'a très bien expliqué, lié aux politiques qui sont choisies par les pays et pas seulement, comme on nous le dit souvent, aux effets de la mondialisation contre lesquels on ne pourrait pas grand-chose. C'est bien parce qu'on laisse le capital se développer ou, au contraire, qu'on essaie d'équilibrer entre revenus et capital, que les choses peuvent se passer différemment. Avec des références littéraires, le Père Goriot, merci, Scott Fitzgerald pour Gatsby le Magnifique. Peut-être un petit commentaire avec Éloi Laurent avant de faire une transition. J'aimerais bien qu'Éloi Laurent nous donne une transition entre ce qu'on vient d'entendre, cette question entre les revenus, les salaires, et le capital, c'est-à-dire ce dont nous héritons, et ce dont vous allez nous parler maintenant, Éloi. Oui, merci, ça va être simple. Non, alors je vais faire une transition très simple qui est que on peut définir en fait le capital. Là, Guillaume nous a parlé du capital comme principalement le capital financier, mais vous pouvez en fait définir le capital comme incluant le capital, par exemple, naturel. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que ce que vous possédez aujourd'hui, ce n'est pas seulement, disons, les infrastructures, les machines et les revenus financiers d'un pays comme la France, mais c'est aussi la biodiversité, le climat et les écosystèmes. Et que la question de la préservation du capital entre les générations, ce n'est pas seulement le capital au sens financier du terme, mais c'est aussi le capital naturel. Et c'est un immense oubli dans l'ouvrage de Thomas Piketty que de considérer le capital seulement sous l'angle financier et d'oublier le capital naturel qui est sans doute le capital du XXIe siècle. Donc c'est un grand paradoxe de ce livre. Alors, je vais... Au passage, c'est juste amusant à signaler, ce qui passionne les économistes, c'est ce type de débat. Voilà. C'est pas du tout une pique contre Thomas Piketty, mais c'est intellectuellement, il faut bien voir à quel point les économistes sont très souvent comme ça dans des débats d'experts sur oublier, comme tu dis, c'est pas forcément ce qu'il dirait lui, j'en sais rien, mais ça fait partie d'un débat. Voilà, c'est très intéressant de le souligner. En principe, c'est ce qui Et le débat n'est pas terminé, c'est ça que je veux dire. Voilà, c'est ce qui fait en principe avancer la science, c'est beaucoup dire, mais en tout cas la discipline économique, c'est ce genre de débat et c'est l'intérêt de rencontres comme ce soir. Alors, moi je vais vous parler, puisque donc l'idée de cette table ronde, c'était que chacun, si je puis dire,
prenait une partie des inégalités, donc une facette des inégalités. Donc moi, je vais vous parler de 2 types d'inégalités sur lesquelles je travaille, qui sont les inégalités territoriales et les inégalités environnementales. Donc je reviendrai au thème du capital naturel. Mais avant ça, je voudrais en passer par quelques définitions. Donc une petite définition qu'on oublie souvent en France, la différence entre précisément une différence, une inégalité et une injustice. Bon. Une différence, c'est le constat d'une disparité entre 2 personnes. Le débat sur les inégalités, c'est entre les personnes, c'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas entre les institutions, entre les voitures ou entre les lycées, c'est entre les personnes. Bon. Donc, le premier concept, c'est le concept de la différence. On constate une différence, une disparité entre 2 personnes. Une inégalité, c'est le fait que cette différence est systématique. C'est-à-dire que vous constatez de façon systématique qu'il y a une différence entre les personnes. Et une injustice, c'est le fait qu'en tant que société, vous considérez que cette différence systématique entre les personnes est injuste. En France, on a tendance à confondre le concept d'inégalité et le concept d'injustice. Or, c'est très important de faire la différence parce qu'il y a certaines inégalités qui sont considérées comme justes et certaines inégalités qui sont considérées comme injustes. Et toute la démocratie, le point de la démocratie, c'est de faire la différence entre les inégalités justes et les inégalités injustes. Et d'essayer de résorber les inégalités considérées comme injustes. Par exemple, il y a des gens petits et il y a des gens grands. C'est une différence, c'est même une inégalité. D'accord ? Il n'y a pas de politique publique consacrée au fait de faire grandir les petits et rapetisser les grands. Parce qu'on considère qu'on ne va pas s'attaquer à cette inégalité-là. En revanche, le fait que votre couleur de peau détermine ou que votre lieu d'habitation détermine les perspectives sociales que vous pourrez avoir dans la vie, ça nous intéresse parce qu'on considère qu'il est injuste que parce que vous habitez un certain quartier, vous ayez moins de chances de réussir que quelqu'un qui habite un autre quartier. Ou parce que vous étudiez dans un certain lycée, vous avez moins de chances de réussir votre vie que si vous étudiez dans un autre lycée. Ça, c'est une inégalité injuste qui va nous intéresser. Et pour passer d'une inégalité à une injustice, ce qu'il nous faut, c'est une conception normative. C'est-à-dire qu'il nous faut une théorie de la justice. Donc toute la question fondamentale, c'est quelle est votre théorie de la justice? Quelles sont, à vos yeux, les inégalités justes et les inégalités injustes? Et Guillaume a présenté une évocation du débat américain en ce moment sur quel type d'inégalité faut-il réduire. Ce qui se cache derrière ça, c'est quel type d'inégalités sont justes et injustes. Et aujourd'hui, vous l'avez peut-être entendu, Hillary Clinton est entrée dans la campagne présidentielle. La grande interrogation de tout le monde aux États-Unis, moi j'enseigne aux États-Unis, donc j'ai pas mal de contacts là-bas, et donc j'échange sur la vie politique américaine, et la grande question au sujet de la candidature d'Hillary Clinton, c'est est-ce qu'elle va s'intéresser à la différence entre les riches et les pauvres, ou aux moyens pour les pauvres de devenir riches. La différence entre les inégalités de revenus et le fait qu'il y a ou pas mobilité sociale. La différence entre la taille de l'immeuble et le fait que l'ascenseur et l'escalier soient cassés. Enfin, que l'ascenseur soit cassé et que l'escalier soit impraticable. Donc, est-ce que, par exemple, il y a des différences très importantes entre les gens pauvres et les gens riches aux États-Unis, mais il y a des moyens pour les pauvres de devenir riches. Donc, du coup, on justifie l'ampleur des inégalités de revenus, qui sont des inégalités statiques. Et le problème des études, ce que montrent les études contemporaines sur les États-Unis, c'est que le problème aujourd'hui, c'est que non seulement l'écart entre les riches et les pauvres est considérable, et historiquement très important par rapport à ce qu'il était il y a 30 ou 40 ans, mais qu'en plus les moyens d'ascension sociale sont bloqués. Quand vous êtes dans les universités américaines, ce que vous voyez dans les plus grandes universités américaines, c'est de plus en plus d'enfants de riches. Autrement dit, ce que vous voyez, c'est la reproduction sociale. Or, l'université aux États-Unis, c'est le moyen par excellence de s'extraire de sa classe sociale pour pouvoir accéder à celle du dessus. Donc vous avez une mobilité sociale, mais qui se fait par le bas, c'est-à-dire il y a un déclassement social qui fait que la classe moyenne devient un précaire aux États-Unis. C'est pour ça d'ailleurs que Hillary Clinton, l'explication incroyable, si vous regardez le message vidéo d'Hillary Clinton de sa déclaration de candidature, elle n'utilise pas le mot middle class, classe moyenne. Et la raison pour laquelle elle n'utilise pas ce mot, selon ses conseillers de campagne, c'est parce que middle class maintenant aux États-Unis ne veut plus dire vie stable et sûre. Parce que c'est identifié par les gens comme étant précaire. Enfin, ça en dit long sur la dégradation de la classe moyenne américaine depuis 30 ans. Donc voilà, donc ça c'est effectivement les théories de la justice. Alors rapidement, quelle est la théorie de la justice aujourd'hui qui pourrait vous intéresser? Eh bien moi je vous conseille d'aller voir les travaux de quelqu'un qui s'appelle Amartya Sen. Amartya Sen, qui est un philosophe et un économiste indien qui a reçu le prix Nobel d'économie, pour moi c'est la théorie de la justice la plus intéressante. Pourquoi? Parce qu'Amartya Sen vous dit ce qui est important, ce n'est pas seulement les inégalités ou les inégalités de revenus,
mais ce sont les inégalités de capacité. Ce qui compte, c'est pas seulement ce que les gens ont, ce qu'ils possèdent matériellement, mais c'est la capacité qu'ils ont d'être ou de faire. La capacité, la possibilité de choisir sa vie. Et toute la théorie d'Amartya Sen, et ça concerne aussi bien la politique du développement, la pauvreté au niveau international, que la question des ghettos urbains, c'est le fait de savoir si vous pouvez ou non choisir votre vie. Et toute la théorie d'Amartya Sen, c'est justement une théorie très intéressante parce qu'elle est axée sur ce concept des capacités. Et donc j'en viens maintenant aux deux thématiques qui me sont propres dans cette table ronde, qui sont les inégalités territoriales et les inégalités environnementales. Qu'est-ce qu'une inégalité territoriale? C'est une inégalité de capacité entre des personnes vivant dans des territoires différents. Si vous habitez en France aujourd'hui en zone urbaine sensible, vous aurez beaucoup moins de capacité de trouver un emploi, ne serait-ce que du fait de la difficulté d'avoir des moyens de transport qui vous permettent de rechercher cet emploi, que si vous habitez dans le centre de Paris, où tout est parfaitement fluide du point de vue des transports. Et vous n'aurez jamais aucun problème pour accéder à l'emploi qui se trouve dans ces zones-là. Quand vous êtes en périphérie en Ile-de-France, vous êtes déjà loin de l'emploi, et si en plus vous habitez un quartier où il y a des moyens de transport qui sont réduits, et vous pouvez en faire l'expérience très simplement, il suffit juste de prendre le RER et vous voyez que vous êtes dans un autre monde très vite, en 20 minutes au niveau des transports, et que même le RER lui-même est un moyen de discrimination sociale absolument incroyable. La carte d'ailleurs des transports franciliens a été construite en partie pour maintenir à l'écart un certain nombre de populations jugées comme problématiques du centre de Paris. C'est pour ça que des endroits comme Châtelet-Léal ou les Champs-Élysées sont tellement intéressants, parce qu'on voit le centre de Paris se mélanger à la banlieue, et il n'y a pas beaucoup d'autres endroits à Paris où ça se passe. Donc voilà, l'inégalité territoriale, donc il y a deux modalités. La modalité bien connue, c'est la ségrégation urbaine, sur laquelle moi j'ai travaillé, j'ai fait un rapport là-dessus il y a 10 ans, juste avant les émeutes urbaines de 2005. Donc la ségrégation urbaine, c'est tout simplement le fait qu'il y a des ghettos, d'accord? Donc on a vu un spectacle de hip-hop, là. Je ne sais pas si les danseurs de hip-hop qu'on a vus connaissent Grandmaster Flash. Est-ce que les danseurs de hip-hop qu'on a vus connaissent Grandmaster Flash? La première chanson de rap dans l'histoire du rap, qui est Grandmaster Flash de Message. Et bien, si vous regardez le clip de Grandmaster Flash de Message de 1982, vous verrez Grandmaster Flash, qui était un DJ jamaïcain, dans le Bronx. Et ce que vous voyez autour de Grandmaster Flash, c'est un quartier complètement dégradé. Et ce que raconte cette chanson, la première chanson du rap, de l'histoire du rap, c'est la ségrégation urbaine. C'est exactement ce que raconte Grandmaster Flash dans cette chanson. D'accord? Si vous ne connaissez pas, allez voir sur YouTube, c'est assez facilement accessible. Donc ça, c'est une modalité qui est accessible pour tout le monde. Et l'autre modalité un peu plus nouvelle, c'est ce qu'on appelle l'égalité des territoires. Et l'égalité des territoires, c'est de dire qu'il n'y a pas seulement la banlieue au sens des zones urbaines sensibles, mais il y a aussi la question de toutes sortes d'inégalités entre différents territoires, les territoires périurbains, les territoires ruraux, etc. Et là aussi, j'ai travaillé là-dessus et produit un rapport il y a 2 ans sur cette question de l'égalité des territoires. Deuxième modalité, et j'en aurai terminé, ne vous en faites pas, la question des inégalités environnementales. Donc c'est quoi les inégalités environnementales? C'est proche des inégalités territoriales, mais pas tout à fait similaire à ça. Et là aussi, ça nous renvoie à des périodes de l'histoire très intéressantes, le mouvement des droits civiques aux États-Unis. Le mouvement des droits civiques aux États-Unis, dans les années 80, quand Martin Luther King, bien après l'assassinat de Martin Luther King, les gens qui poursuivent le travail de Martin Luther King aux États-Unis, Jesse Jackson, un certain nombre d'autres autour de lui, se rendent compte qu'il y a un problème aux États-Unis, c'est que les gens, les Africains-Américains, vivent non seulement d'une discrimination sociale très importante, mais aussi une discrimination environnementale. Ils habitent à côté de sites qui sont des sites polluants avec des déchets qui font qu'ils vont attraper des maladies beaucoup plus que les gens qui vivent dans des endroits où il n'y a pas ces déchets toxiques. Et s'enclenche à ce moment-là un mouvement qui est le mouvement de la justice environnementale. Et la justice environnementale, c'est comprendre que l'environnement détermine une partie très importante des capacités des individus, notamment par le biais de la santé. Et que si vous habitez un environnement pollué, par exemple autour du périphérique à Paris, il y a la carte du bruit qui vient d'être publiée à Paris sur le bruit à Paris. Évidemment, les gens qui habitent à côté du périphérique sont les plus victimes de cette inégalité-là. Ils sont aussi victimes de la pollution aux particules fines, bien plus que dans le centre de Paris. Ça veut dire pour leurs enfants des maladies respiratoires, ça veut dire qu'ils vont échouer à l'école plus que ceux qui ne sont pas exposés. Il y a des études absolument fascinantes aux États-Unis qui montrent comment une femme enceinte exposée à la pollution aux particules fines va donner naissance à un enfant qui va être handicapé du point de vue respiratoire et qui donc va moins réussir sa scolarité et donc moins être capable de s'élever socialement. C'est ça une inégalité environnementale. C'est la manière dont l'environnement peut affecter la capacité des individus et constituer une forme d'injustice sociale.
Voilà, donc là aussi, j'ai travaillé là-dessus, fait des études sur les inégalités environnementales en France. Les inégalités environnementales en France, c'est l'exposition aux pollutions, l'exposition aux risques industriels, c'est l'exposition aussi au changement climatique quand il y a des canicules ou quand il y a des catastrophes liées au changement climatique. Donc voilà, c'est tout ça, cet ensemble-là. Donc, grosso modo, pour résumer, faites la différence entre inégalité et injustice, essayez de trouver vous-même votre théorie de la justice, et à ce moment-là, vous comprendrez ce qu'est une inégalité, et que toutes les inégalités ne sont pas injustes, mais que par contre, il y a des inégalités qui sont vraiment injustes, et ensuite, prêtez attention, pas seulement aux modalités type revenu, etc., qui sont très importantes, mais aussi à des modalités particulières, comme les inégalités territoriales et les inégalités environnementales. Voilà, merci de votre attention. Merci, Éloi. Oui, c'est la musique. Maintenant, juste Lilian Thuram connaît très bien Grandmaster Flash, c'est ça, Lilian? Oui, j'ai été très surpris d'ailleurs qu'il y en a autour de nous qui ne connaissent pas Grandmaster Flash. Et c'est très important, non, effectivement, parce que ça raconte les problématiques d'une société. Voilà, Voilà c'est lui pourquoi qui il a faut pris écouter un peu conscience de rap. de son environnement. On va entendre un peu plus tard donc nos deux autres invités, Lilian Thuram d'abord, Rejane Senac ensuite, sur deux autres formes d'inégalité, hein, comme on l'a annoncé. Et auparavant, on revient à la musique et même à la danse. Alors qu'est-ce pour l'instant, on est d'accord, c'est sur la séquence suivante. Merci beaucoup. Alors avec Lilian maintenant, il vous faut Lilian Thuram, donc il vous faut un micro aussi. On prend d'autres formes d'inégalité. Ce que nous a dit Éloi Laurent, cette distinction qu'il a faite entre différence, inégalité, injustice. Ça nous emmène tout droit à ce dont vous avez choisi de vous occuper. Ben, effectivement, je pense que chacun de nous sommes différents. Très souvent, on oublie de le rappeler. Il n'y a pas de personnes qui sont pareilles. Je pense que ça, c'est une très bonne chose.
Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement, peut-être que c'est la vraie réflexion de ce philosophe indien, économiste. Amartya Sen. Moi, je pense que trop souvent, lorsqu'on parle d'inégalité, par exemple entre hommes, femmes, entre personnes de couleurs différentes, ou de sexualités différentes, c'est qu'en fait, les personnes qui subissent ces inégalités ne peuvent pas développer la chose la plus importante pour un être humain, c'est l'estime de soi. Et c'est l'estime de soi qui fait avancer. C'est l'estime de soi qui vous permet de croire en vos capacités. Et c'est l'estime de soi qui vous fait comprendre que vous ne devez pas vous mettre des limites. Et je pense que souvent on oublie ça dans la réflexion sur les inégalités. Et c'est pour cela que, en tout cas moi, tout le travail que je fais, c'est essayer de comprendre comment, de génération en génération, nous reproduisions ces inégalités. Mais parfois de façon inconsciente parce que nos cultures se sont construites sur ces inégalités. Et moi, tout le travail, c'est que chacun de nous, nous puissions nous questionner sur nos propres préjugés. Parce qu'encore une fois, chacun de nous, nous portons en nous l'histoire du monde. Et l'histoire du monde est faite d'inégalités. Et l'égalité entre les personnes, par exemple, de genre différents, c'est une nouveauté historique. L'égalité entre les personnes de couleurs différentes est une nouveauté historique. Donc nous devons avoir cette intelligence d'essayer de faire que nous construisons, chacun de nous, une société un peu plus égalitaire. Sachant que lorsqu'on parle effectivement d'inégalité, et lorsque par exemple vous discriminez des gens, il y a des personnes qui en profitent. Et donc les personnes qui profitent de ces discriminations parfois ont tendance à ne pas vouloir changer les choses. Et donc voilà pourquoi il faut essayer de dire notamment aux plus jeunes que l'égalité, c'est quelque chose qui se gagne, qui ne se donne pas. Tout à l'heure, on a parlé de l'histoire afro-américaine, par exemple, avec Martin Luther King. C'est vrai que l'histoire retient trop souvent, malheureusement, des leaders. Mais on ne dit pas assez que ces leaders existent tout simplement parce qu'il y a des millions de personnes qui sont comme vous, comme moi, et qui ont peut-être donné de leur vie. Et je crois que c'est ça qu'il faut dire aux plus jeunes. C'est-à-dire que toutes les inégalités, si on veut les combattre, c'est vraiment un travail collectif. Et ce travail collectif, avant tout, c'est une prise de conscience. Oui. Alors vous avez voulu donc faire cette fondation d'éducation contre le racisme. À partir de quel âge on est dans cette, disons, dans ces préjugés racistes que les uns et les autres, hein, d'où viennent ben écoutez, tout d'abord, enfants. effectivement, lorsque vous êtes très jeune, j'ai l'expérience avec mon fils qui avait 4-5 ans. Un jour, je lui dis, bon voilà, Kéfren, est-ce que tu es le seul noir de ta classe? Et lui, il me regarde, il me dit, mais papa, je ne suis pas noir. Et donc moi, je me dis, tiens, il a un problème déjà avec sa couleur de peau, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc, je lui ai dit, ah bon, mon chéri, tu n'es pas noir? Il me dit, non, je suis marron. Je dis, ok, d'accord. Je dis, mais écoute, ceux de ta classe, ils sont comment alors? Ben, il me dit, ils sont roses. Et donc, je pense que effectivement, le fait de s'enfermer dans des catégories de couleurs, ça devient beaucoup plus tard. Par exemple, je raconte souvent que lorsque je suis arrivé à l'âge de 9 ans à Paris, je suis devenu noir. Et je dis souvent, j'avais un miroir à la maison, tout allait bien, mais je suis devenu noir dans le regard de l'autre, parce qu'on devient noir dans le regard de l'autre. Et ce qui m'avait interpellé lorsque j'avais 9 ans, c'est qu'il y avait un dessin animé à la télévision où il y avait 2 vaches, une vache noire très très stupide, une vache blanche très intelligente, et certains de mes camarades m'appelaient du nom de cette vache noire, la noiraude, et moi ça m'attristait. Et donc un jour, je rentre à la maison, je demande à ma mère, pourquoi la couleur noire est vue négativement. Et elle n'a pas su me répondre, elle m'a dit, oh tu sais mon chéri, c'est comme ça, les gens sont racistes. Et en fait, tout au long de mon adolescence, j'ai essayé de comprendre le mécanisme qui emmène que certaines personnes s'enferment dans leur couleur de peau. C'est-à-dire que lorsque moi je deviens noir, ça veut dire que les enfants qui m'insultent sur ma couleur se perçoivent blancs et se perçoivent supérieurs à moi. Et d'où ça vient? Et je trouve que le lien peut-être qu'on peut faire avec l'économie, c'est cette période de l'esclavage. C'est-à-dire que c'est une confrontation non pas entre personnes de couleurs différentes, mais c'est avant tout un système économique. Et lorsque vous voulez exploiter des gens,
il faut construire un discours. Et c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup, l'économie en règle générale, parce que quel discours construit l'économie pour qu'on accepte même l'inacceptable, même aujourd'hui. Et c'est-à-dire que le discours économique a construit un discours, voilà, ces personnes peuvent être exploitées parce qu'ils sont inférieurs. Mais ce discours économique a aussi contribué que ça devienne une culture. Et chacun de nous, encore une fois, nous portons en nous ces histoires et je pense qu'il faut sortir d'une certaine hypocrisie pour que nous puissions nous regarder en face, regarder cette histoire et changer notre façon de voir. Et pas se laisser enfermer dans le regard des autres, comme vous l'avez dit. Ben écoutez, en règle générale, quand même, la réalité est qu'on se construit dans le regard de l'autre. C'est pour ça que je dis qu'il faut dire aux enfants, notamment, qui pourraient subir les discriminations, attention, vous n'avez aucun problème. C'est ceux qui discriminent qui ont un problème. Et ça permet de dire à ces enfants-là, vous êtes capables du meilleur. Donc, ayez confiance en vous. Et la façon de percevoir le monde est due à l'histoire qu'on nous raconte. Et c'est pour cela que je dis personne ne n'est raciste, on le devient. On le devient parce qu'effectivement, on nous raconte des histoires où parfois on se place dans une certaine supériorité, ou parfois on se place dans une certaine infériorité. Et pour comprendre, en règle générale, les femmes comprennent plus rapidement, c'est-à-dire que depuis 2 siècles, on a expliqué que les hommes étaient supérieurs aux femmes. Et les hommes ont fini par croire que c'était vrai. Et ça donne le sexisme. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le sexisme perdure dans la société parce que les femmes, parfois, éduquent leurs enfants, filles ou garçons, d'une façon différente. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Les femmes aussi ont fini par croire que c'était vrai. Oui, non, mais c'est vrai. Et donc l'histoire, c'est essayer de comprendre la société dans laquelle on vit pour pouvoir mieux évoluer. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, notre société, on a parlé des États-Unis avec Éloi Laurent, notre société française est plus raciste ou moins raciste depuis ben écoutez, il suffit temps de regarder cette classe quand même. Hein. Je pense qu'il y a une 50aine d'années, ça n'aurait pas été possible. Moi, je dis souvent que lorsqu'on réfléchit sur sa propre histoire de famille, moi, mon grand-père est né en 1908. Pour certains, ça paraît très très longtemps. Mais 1908, c'est 60 ans après l'abolition de l'esclavage en France. Et on pense que l'esclavage, c'est quelque chose de très très lointain, mais non. Ma mère est née en 1947, et en 1947, dans les territoires français, il y avait une ségrégation liée à la couleur de la peau. Je pense que les choses étaient très claires dans les colonies françaises. Moi, je suis né, par exemple, en 1972. Il faut savoir qu'en 1972, la France avait des relations amicales avec l'Afrique du Sud, qui était un État d'apartheid. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup moins de racisme aujourd'hui que hier. Et il faut dire à ces enfants-là qu'eux sont porteurs d'un message, un porteur de message où nous allons pouvoir dépasser les problématiques liées à l'histoire. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre société française, il y a beaucoup moins de sexisme qu'avant. Et ça, je pense qu'il faut être conscient, mais il faut être conscient que, encore une fois, il y a un travail à faire pour que les choses continuent. Et il faut faire très attention parce que parfois, on peut aussi revenir en arrière. Et si on ne veut pas revenir en arrière, chacun de nous, nous devons être conscients du travail que nous devons faire. Merci beaucoup, Lilian Thuram. On aura peut-être des questions aussi. Hein. Je suis sûre que vous aurez dans la salle des réactions ou des questions pour vous. À présent, on écoute l'orchestre, c'est bien cela. Et puis, Rejane Sénac, on reviendra avec vous sur une autre forme d'inégalité dont Lilian Thuram vient de parler d'ailleurs entre les hommes et les femmes.
Ah, c'est magnifique. Lilian Thuram voulait dire quelque chose, et là, on était assez fascinés. Il a dit, elle est magnifique. Voilà, on est tous d'accord. C'est vrai que c'était... Et l'orchestre est magnifique, en effet. Merci à tous. Le 8 mars est la journée internationale des femmes. Vous le savez certainement, les uns et les autres, on le fête partout dans le monde. C'est d'égalité entre les hommes et les femmes que l'on va parler maintenant. Alors on pourrait parler d'égalité de revenus, égalité salariale. Elles sont encore importantes en France. Hein. On est près d'un quart, 25% environ dans les salaires entre les hommes et les femmes, pour des raisons qui restent largement inexpliquées, mais qui perdurent. Il y a beaucoup à dire sur ce domaine et Réjeanne Sénac va nous en parler dans un instant, mais pas seulement d'ailleurs en question de salaire, beaucoup plus en élargissant hein, sur tout le contexte économique, social dans lequel on vit, et puis en le rapprochant de toutes les autres inégalités. C'est une autre forme d'injustice, pour reprendre les mots d'Éloi Laurent tout à l'heure. Et auparavant, on va demander à Chloé et Mathilde, qui, figurez-vous, étaient invitées à l'Élysée le 8 mars 2015 par le président de la République, François Hollande, avec quelques autres femmes, de nous donner leurs impressions sur cette réception, cette journée, et peut-être même nous dire ce que vous avez pensé, ce que vous pensez de journées comme celle-là. Quel sens il faut leur donner à votre âge. Vous êtes toutes les deux élèves de S, hein, je le précise. Qui commence? C'est Mathilde ou c'est Chloé? Je connais. Oui, donc. C'est Chloé. Donc, nous avons été invités par Monsieur François Hollande le 8 mars à l'occasion de la Journée de la femme à l'Élysée. Donc, plusieurs thèmes ont été abordés, et notamment les stéréotypes et les femmes et l'accès à l'espace public. Moi, j'ai trouvé j'ai ressenti qu'il y avait beaucoup de solidarité entre femmes. Il y avait 100 femmes invitées venues de tous milieux sociaux et tous les âges confondus. Et j'ai trouvé que les femmes étaient solidaires entre elles et connaissaient les inégalités dont elles étaient victimes, et que c'est très intéressant. Oui. Et qu'a dit le président de la République en vous accueillant toutes là ensemble? Vous vous rappelez de son discours? C'était... il ne nous a pas vraiment beaucoup parlé. En fait, il a surtout entendu nos demandes et tout ce qu'on voulait changer. Voilà. Surtout les femmes qui ont parlé de tout ce dont elles avaient besoin. Et Mathilde, votre impression, vous voulez ajouter autre chose? Bon, alors on retiendra. En tout cas, bravo, ça a dû être quand même une expérience plutôt intéressante. Réjeanne Sénac, la journée de la femme, c'est quelque chose d'important, de votre point de vue de politologue? Alors déjà, je tiens à souligner parfois, elle est un peu critiquée. Hein. Alors, c'est pas la journée de la femme, hein, parce que certains médias ou certaines publicités s'y trompent et nous offrent du vernis à ongles ou ce genre de choses. C'est la journée des droits des femmes. C'est la journée de l'égalité, puisque nous sommes dans une société, comme l'a expliqué en particulier Lilian Thuram, qui dans son récit politique et dans son inconscient politique, qui a longtemps été inconscient, hein, est un pays, et on le voit au niveau international, mais si on le décline en France, ça paraît d'autant plus paradoxal que nous sommes le pays des droits de l'homme, mais un pays des droits de l'homme qui a exclu les non-frères. Et en tant que politiste, je me réjouis d'être ici et je trouve très, très stimulant ce mélange d'expression, d'expérience, de discipline, aussi bien artistique, scientifique que d'engagement, pour nous mettre dans une position où nous éveillons à la fois nos sens, à tous les sens, et bien sûr aussi notre réflexion, l'un ne va pas sans l'autre, pour à la fois éclairer ce que l'on considère comme légitime ou pas, hein. Donc je pense que la dimension normative qu'a abordée Éloi Laurent est centrale, et que ça nous permet, ça nous oblige à nous mettre un peu à distance de notre ressenti habituel ou de ce qu'on ne questionne pas. Donc voilà, je trouve ça tout à fait stimulant. Moi, j'ai été assignée à, je le vis bien, hein, à réfléchir ou à discuter avec vous de la question des inégalités femmes-hommes. Donc comme je suis quelqu'un qui est pas très discipliné ou qui a tendance à penser que les choses sont liées, je vais à la fois parler de ces questions d'inégalité femmes-hommes qu'on peut croire soit pas forcément prioritaires, soit vers une pente naturelle de résolution, puisque nous sommes le pays des droits de l'homme, tout ça va s'arranger, hein, vous en faites pas.
Je vais en parler, mais je vais en parler de manière assez imbriquée avec les autres formes d'inégalité. Donc pour ça, je vais commencer en citant un homme, vous voyez, je ne suis pas sexiste, hein, Condorcet, qui avait, ça fait partie de ceux qu'on appelle les Lumières. Et il faut avoir un esprit critique assez aiguisé pour arriver à trouver les Lumières comme non pas des ombres, mais comme des leviers pour l'égalité femmes-hommes, hein, puisque vous savez que ces grands hommes ont justifié en particulier l'exclusion des femmes de l'universalisme. Mais Condorcet faisait partie des voix un peu dissonantes. Et il dit dans un essai où il essaye de justifier le droit de vote des femmes, il dit en particulier, cette phrase, et je trouve tout à fait intéressante, les droits des hommes résultent uniquement de ce qu'ils sont des êtres sensibles, susceptibles d'acquérir des idées morales et de raisonner sur ces idées. Ainsi, les femmes ayant ces mêmes qualités ont nécessairement des droits égaux, où aucun individu de l'espèce humaine n'a de véritables droits, où tous ont les mêmes, et celui qui vote contre le droit d'un autre, quelle que soit sa religion, sa couleur ou son sexe, a dès lors abjuré les siens. Et ça, je trouve que c'est un passage tout à fait intéressant. On voit qu'il fait du lien, comme l'a fait aussi Olympe de Gouges, qui était une de ses amies à la même époque, entre cette fraternité républicaine exclusive qui exclut ces singuliers ou ceux qui sont singularisés, ceux dont la différence fait singularité politique, puisqu'on voit que nous sommes tous un entremêlement de différences, mais le fait d'être porteur d'une différence sexuée ou d'une différence de couleur a justifié une différenciation politique et une exclusion politique de la fraternité. Et ils font tous les deux vraiment du lien entre ces deux types de singularisation qui sont deux types d'exclusion. C'est tout à fait intéressant, tout à fait stimulant, et ça nous oblige un peu à casser nos tabous, à voir les dilemmes à l'intérieur même de ce principe d'égalité. C'est-à-dire que souvent on a tendance à dire il y a d'un côté le principe d'égalité assez pur, comme celui de liberté et de fraternité. J'ai beaucoup de mal avec le terme de fraternité, vous l'entendez, qu'on questionne assez peu, hein, parce qu'aujourd'hui on doit faire du vivre ensemble, on parle toujours de fraternité. On parlerait de sororité, ça choquerait tout le monde. Hein. On parle de fraternité, on ne voit pas la dimension sexuée. Hein. Donc, on a tendance à penser qu'il y a d'un côté des idéaux purs et de l'autre côté une espèce d'impureté dans l'application sociale. Et puis il y a d'un côté la raison, de l'autre côté les préjugés. C'est beaucoup plus complexe que ça, puisque nos idéaux mêmes ont été des idéaux exclusifs. Il n'a pas été nécessaire dans l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme de dire « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit », entre parenthèses, sauf les non-blancs, les femmes et les animaux. Ça aurait été aussi absurde de dire les non-blancs, de préciser les non-blancs et les femmes, que de préciser les animaux. Puisqu'à la différence de ce que pensait Condorcet, ceux qui étaient en position de faire le droit, de faire la loi, excluaient de la citoyenneté ceux qui étaient considérés comme des non-frères. Donc je pense que ça permet de faire cette mise en abîme historique qu'on peut remonter à plus loin. Hein. Pour ceux qui ont lu Aristote, ce grand homme, on comprend comment il justifie l'infériorité des femmes par tout un arsenal de différenciation des humeurs, enfin bon, de tout ça. Donc voilà, nos grands hommes en majorité ont tout à fait perdurer ce rapport-là au principe d'égalité. Et on comprend mieux pourquoi les inégalités résistent et persistent encore aujourd'hui, alors qu'on est dans une égalité de droit. Et aussi encore alors qu'on est dans un surmoi très égalitaire. C'est-à-dire que pour moi, on est dans une République française où il y a un inconscient à la fois personnel et collectif, surtout politique, qui est de l'ordre alors je vais appeler ça, c'est assez pompeux, hein, hétérosexisme racialisé constituant, donc, ce qui veut dire en gros qu'on a un inconscient historique, théorique, qui est à la fois raciste, sexiste et hétérosexué, voire homophobe. Et d'un autre côté, on a un surmoi assez récent, donc ça fait un peu un rôle de vernis malheureusement. On a un surmoi égalitaire avec une logique assez consensuelle. On est tous pour l'égalité femmes-hommes, on est tous pour l'égalité entre les Noirs et les Blancs, de la même manière qu'on est pour la paix dans le monde et contre la guerre. Vous êtes d'accord, hein? Ça se complique à la fois quand on regarde les chiffres, et comme j'étais avec des économistes, hein, il faut parler de chiffres, non, sinon on n'est pas scientifique. Non, les chiffres ont pour avantage d'objectiver en particulier
très rapidement. Les chiffres ont pour avantage de permettre l'objectivation des différences et de déterminer si on juge que ces différences sont illégitimes ou pas. Et en effet, on peut objectiver différents types de différences, en particulier entre les femmes et les hommes. Vous trouverez les chiffres clés sur l'inégalité femmes-hommes sur le site du ministère des droits des femmes aujourd'hui, qui est le ministère des Affaires sociales. Vous avez aussi des classements internationaux comme le rapport global donc, du Forum économique mondial, où vous avez un classement des différents pays. Donc voilà, il y a des éléments comme ça. Je vous invite quand même à être vigilant sur ces chiffres. Ce que vous allez voir, il y a des chiffres qui sont assez faciles à interpréter sur, en effet, les différences de salaire à travail égal, alors que les femmes sont plus diplômées que les hommes, elles sont moins parmi les cadres et elles sont très peu, voire pas dans les numéros 1, que ce soit dans le monde économique ou dans le monde politique. Il n'y a aucune femme présidente d'une entreprise du CAC 40. De la même manière, on n'a que des papas au règne du pouvoir politique. On a un chef d'État, un chef de gouvernement, des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, 84% d'hommes maires, enfin voilà. Une seule femme. Les élections départementales étaient pas mal non plus. Alors les élections départementales, parce qu'il y a des lois pour contraindre, on a autant de femmes que d'hommes maintenant, parce que c'est des binômes paritaires dans les conseils départementaux, sauf qu'il n'y a que 10% de femmes présidentes. Donc vous avez cette dimension-là où vous objectivez les inégalités, mais peut-être pour finir, parce que je pense qu'on a assez peu de temps, il est intéressant aujourd'hui en 2015, on fête les 70 ans et le 29 avril, on va fêter les 70 ans du premier vote des Françaises. Donc les femmes ont eu le droit de vote en 1944, suite à une ordonnance du général de Gaulle. Donc le droit de vote en France n'est pas passé par un vote dans les assemblées parlementaires. Les députés et les sénateurs ont toujours refusé de donner aux femmes le droit de vote, pour des raisons qui étaient des raisons à la fois un peu politiciennes, en disant pour les radicaux socialistes ou les socialistes, elles vont voter comme le curé leur dira, donc elles vont voter plus à droite, ce qui a été vrai dans un premier temps. Mais il y avait des raisons qui étaient beaucoup plus profondes et qui sont expliquées en particulier par Jean-Jacques Rousseau, notre grand homme, encore un autre, dans Les 1000 loups de l'éducation. Même année, il publie le contrat social, il publie Les 1000 loups de l'éducation, qui est un manuel très important puisqu'il dit qu'il faudrait faire advenir le citoyen. Et là, il consacre le dernier chapitre, il ne faut pas exagérer, à l'éducation d'une fille, Sophie, de manière très cynique, puisque Sophie, ça veut dire sagesse. Et ce qui nous démontre, c'est qu'il n'y a nulle parité entre les deux sexes quant aux conséquences du sexe. La femme est femelle en tout instant, ou du moins toute sa jeunesse, donc il est goujat en plus. L'homme n'est mâle qu'en quelques moments. Et en fait, il est mâle quand il y a une femelle dans un périmètre serré, qui le renvoie à sa nature. Donc, s'il faut exclure les femmes du politique, c'est parce que ce n'est pas des animaux politiques. De la même manière que les non-blancs d'ailleurs. Ils sont soumis à leur nature. Donc on voit qu'on a une justification des inégalités femmes-hommes et des inégalités entre racialisés par une infériorisation naturelle de ceux qui ne sont pas blancs et hommes et qui sont exclus pour cette moins-value. Juste pour terminer, aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une tentation d'égalité sous condition pour les non-frères. C'est-à-dire qu'on les a exclus au nom de leurs différences et on a aujourd'hui la tentation de les inclure toujours au nom de leurs différences et non pas au nom de leur mêmeté. Quand je dis mêmeté, je ne me situe pas sur la logique ontologique de dire on est tous les mêmes. Non, parce que on n'est pas des clones. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines différences, et John Stuart Mill disait, qu'est-ce qui fait que les couleurs de cheveux, ça ne nous importe pas politiquement. Condorcet disait le fait qu'on soit sensible au rhume, qu'on ait la goutte l'hiver, ça ne fait pas non plus sens politique, pour être égaux ou pas en politique. Par contre, le fait d'être homme ou femme ou le fait d'être de telle ou telle couleur, là, ça fait sens politique. Et aujourd'hui, ce qui m'interroge en termes de justification des politiques d'égalité, c'est qu'on a tendance, et c'est parce que c'est beaucoup plus simple de rester sur le même logiciel, on a tendance à intégrer les non-blancs et les femmes en tant que singuliers et non pas en tant que pairs, en tant que complémentaires et non pas en tant qu'égaux. Très rapidement, dans le petit fascicule que vous pouvez télécharger facilement sur les chiffres clés de l'égalité femmes-hommes, en réalité de l'inégalité femmes-hommes, des inégalités femmes-hommes, il y a un petit tableau qui nous dit que
suite à un rapport de l'OCDE, on voit que si les femmes étaient aussi nombreuses à être dans l'emploi que les hommes, on augmenterait le PIB de 0,4% par an. Et que donc ça prouve bien qu'il faut travailler à l'insertion professionnelle des femmes. De la même manière, on va nous dire qu'il faut mettre en place des lois dites sur la parité parce que les femmes font de la politique autrement, que la diversité c'est bon pour le business. Voilà, on est dans un registre où on inclut ces singuliers-là au nom de la plus-value de leur différence, voire de manière un peu plus soft, au nom de la plus-value de la mixité. Plus-value soit qu'on comptabilise, hein, comme les économistes savent le faire, soit on parle de la plus-value en termes de développement durable, en termes, puisque c'est aussi le thème, voilà, en termes de réponse à la crise politique, à la cohésion nationale et sociale. Donc, juste pour terminer là-dessus, je pense qu'il faut avoir un peu de mémoire et se dire que les moyens ne justifient pas la fin, il la détermine, il la conditionne. Si vous justifiez les politiques d'égalité, si vous justifiez l'inclusion des femmes et des non-blancs au nom de la plus-value de leurs différences, vous ne portez pas l'égalité, vous portez la complémentarité. Donc cette idée que faisons feu de tout bois pour justifier l'inclusion de ceux qui ont été exclus historiquement et théoriquement, justifions-le par quelque chose qui est très audible par les entreprises, qui est la performance de la mixité, d'un point de vue de théorie normative et de ce que ça porte, non seulement d'un point de vue théorique, mais aussi d'un point de vue pratique, vous ne portez pas la même chose, parce que du coup, vous allez inclure ces différents en tant que différents, au nom de leurs différences, et vous allez leur demander de rester les femmes, les noirs, les personnes dites issues de la diversité, et non pas d'être considérées comme partie intégrante de cette fraternité républicaine qui devrait au moins changer son nom. Merci. Merci Réjeanne, merci beaucoup. Bravo. Allez, une réaction des économistes que vous avez interpellés à 2 reprises. Et puis on dira dans la salle, si on a des micros, il y a peut-être des gens qui veulent poser des questions. Non, très rapidement, il ne vous aura pas échappé que Réjeanne attaque violemment les économistes. Et donc je vais répondre, évidemment. D'abord, moi je tiens à dire, je ne travaille pas sur des chiffres ou sur des nombres, notions évidemment machistes. Je travaille sur des données au féminin. D'accord ? Donc c'est une distinction extrêmement importante. Alors quand même, c'est un peu sûr. Je ne travaille pas sur des chiffres, je travaille sur des données. Voilà. Deuxièmement, point très important, compter ça sert. Et quantifier ça sert. Je suis parfaitement d'accord avec la critique très juste de l'idée, tout ça, ça rapporte du PIB, etc. C'est certainement pas un bon argument. L'égalité est bonne en soi et pas parce qu'elle rapporte de la croissance. Et le discours sur l'efficacité, effectivement, a des limites. Mais en même temps, quantifier et compter, ça sert. Et on commence les politiques d'égalité quand on commence à compter. Quand on commence à dire dans une assemblée qu'on commence à compter les gens. Donc la quantification sans conscience, évidemment, ça n'a aucun intérêt, mais les politiques d'égalité commencent par le fait de compter. Donc c'est quand même important. Par exemple, Lilian Thuram, à côté de moi, me dit comment 81% des maires sont des hommes. Il le savait. 84%, il ne le savait pas. Et les présidents des conseils départementaux, plus de 90%. Hein. Voilà, ça sert de compter. Guillaume Allègre. Voilà, ça sert. J'ai d'ailleurs illustré, je pense, par un graphique que ça sert de compter, en montrant par exemple que les inégalités en termes de revenus de patrimoine sont très différentes dans différents pays, aux États-Unis ou en Suède, c'est très différent. Et donc, effectivement, montrer et compter et mesurer les inégalités dans différents pays montre qu'il y a des déterminants sociaux et politiques. C'est pour ça que je ne pense pas qu'il faille opposer la science économique et la science politique, mais plutôt, elles sont plutôt complémentaires. Juste peut-être un droit de réponse rapide. Droit de réponse, Réjeanne. Droit de réponse rapide. Donc, sur les données statistiques, je suis absolument d'accord. Il faut objectiver, et c'est tout à fait un préalable nécessaire, d'objectiver les inégalités, les mesurer, pour pouvoir mettre en agenda et mettre en place donc des mesures pour lutter contre ces inégalités. J'ai quand même juste un petit point, je pense que vous le partagerez avec moi, ce n'était pas du tout une attaque à un travail scientifique pluriel et tout à fait critique que vous portez, mais je pense que vous serez d'accord avec moi, l'enjeu c'est savoir comment on compte et ce qu'on compte, ce que vous avez dit d'ailleurs, c'est-à-dire quels sont les critères. En particulier dans le rapport du Forum économique mondial sur le gender gap,
vous arrivez avec des choses tout à fait incongrues, comme le fait que le Nicaragua arrive en 6e position dans ce classement international, que le Burundi arrive en 17e position. Pourquoi ? Parce que, par exemple, sur un des indicateurs, qui est l'indicateur par rapport à la santé et aux différences de santé entre les femmes et les hommes, vous êtes dans une logique où vous ne calculez, vous ne comptez que sur la différence entre les femmes et les hommes. Par exemple, le Burundi est classé premier en ce qui concerne la qualité de vie et la santé entre les femmes et les hommes. Pourquoi ? Parce que l'espérance de vie est inférieure à 50 ans, mais que les femmes vivent en moyenne 49 ans et les hommes 46 ans. Donc on voit quand même les limites du classement international qui n'est qu'un classement par chiffres. Et quand on ne met pas, par exemple, le Nicaragua est 6e mondial, alors que l'avortement n'est pas un droit là-bas. L'avortement est pénalisé. Donc voilà, les classements internationaux sont très bien, l'usage des chiffres, mais il faut savoir quels critères on met dans ces classements. Sur le Forum économique mondial des femmes, juste pour vous amuser, il y avait, je suis sûre que Réjeanne l'a reçu, il y avait un mail qui circulait à un moment, vous savez, des photos comme ça qu'on s'envoie et qui vont à toute allure sur les réseaux. Et il y avait écrit en énorme, comme nous là derrière dans notre dos, Forum économique des femmes, avec une tribune, et il y avait 8 hommes. C'était extraordinaire, pas une femme.